Toumaï est un fossile de pré-humain découvert au Tchad sur un site que j'ai trouvé. Le site s'appelle Benalla. Brunet, 30 ans après moi, va au Tchad, avec d'ailleurs mes documents et ma bénédiction, si je puis dire. Et il rejoint un certain nombre de sites que je connaissais, un certain nombre de sites que je ne connaissais pas, et Benalla. Et sur Benalla, son expédition découvre un certain nombre de fossiles, dont un crâne et un fémur d'un primate, d'un grand primate. Le crâne est étudié, le fémur est laissé un peu de côté, et le crâne se révèle être peut-être, comme la date est de 7 millions d'années, révèle peut-être l'appartenance de ce fossile à la lignée humaine, au pré-humain dont je vous ai parlé tout à fait au début de notre rencontre, c'est-à-dire qu'avant les humains, il y a des pré-humains, et les pré-humains sont déjà dans cette grande lignée qui monte vers l'Homo sapiens dont on a parlé aujourd'hui. Donc, Toumaï se trouve être décrit de telle manière, le crâne de Toumaï se trouve être décrit de telle manière que il fait probablement partie de notre grande sous-famille. C'est peut-être un des ancêtres. En tout cas, quand on voit le crâne de Toumaï, on peut penser en effet qu'il est dans cette grande lignée qui est la nôtre. Alors le fémur avait été laissé de côté, et laissé de côté de manière un peu longue probablement, pour qu'il ait pu émouvoir certains collègues, et qu'il y ait eu il n'y a pas longtemps ce conflit qui est plus qu'un débat scientifique, un conflit un peu désagréable, alors que l'équipe de Brunet qui avait trouvé ce fémur depuis longtemps, moi je le connaissais depuis longtemps, avait bien sûr rapporté le fémur en France. Brunet l'avait emporté à travers le monde pour le comparer aux autres fémurs. Avec moi, il l'a comparé par exemple au fémur de Lucie, et il en était là de son étude lorsque a éclaté cette sorte de mauvaise dispute en lui disant comment ça se fait que ce ne soit pas encore étudié. À partir du moment où on trouve un fossile, ou son équipe, où on trouve un fossile sur le terrain, c'est une propriété morale, même si ça demeure la propriété de l'État dans lequel on l'a trouvé, de l'État du pays dans lequel on l'a trouvé, ça demeure une propriété morale. Donc l'étude est une propriété morale, et cette étude n'étant pas faite, on peut pas s'exprimer. Et ce fémur pourrait montrer, est-ce que ça penche plutôt vers les préhumains, ou plutôt vers les singes? Enfin, peut-être que c'est pas le bon mot. Oui, ben, ni l'un ni l'autre. Je vais prendre l'affaire autrement. On a étudié Lucie. On a étudié Lucie de la tête aux pieds. Et quand j'ai eu Lucie en main, si je puis dire, je l'ai coupée en morceaux. C'est affreux, hein. Je l'ai découpée et distribuée à un certain nombre d'élèves pour des thèses. Donc le crâne est allé à certains, les mâchoires à d'autres, les dents à d'autres, la colonne vertébrale, etc. Et on a vu que le crâne était posé sur la colonne vertébrale de telle manière qu'elle était debout. On a vu que la colonne vertébrale avait les courbures d'une colonne vertébrale d'un être debout. On a une courbure particulière parce qu'il faut tenir vertical. On a vu que le bassin était un bassin en pression. Quand on est sur deux pattes, le bassin, en plus du rôle dans la locomotion et dans la parturition, doit avoir un rôle de portage, bien sûr. C'est lui qui porte tous les organes, toute une partie du corps. Donc ce bassin en pression, il est plus bas et plus large qu'un bassin de singe. C'est évident, c'est tout à fait clair quand on voit les morphologies. Les morphologies, c'est souvent aussi de la biomécanique, il n'y a pas que de l'héritage. Et quand on continue, le fémur qui, bien sûr, s'attache au bassin, il a la diaphyse, son grand axe oblique, c'est-à-dire que le grand axe tend vers les tibias et vers l'axe de gravité, parce que l'être est debout, et à partir du genou, ça ne marche plus. Au sens propre, ça ne marche plus.
C'est-à-dire que le genou a une sorte de mobilité qui fait que c'est plus un genou d'arboricole que ce n'est un genou de bipède. Et quand on descend encore plus bas, si j'ose dire, une fois que l'être est debout, on arrive à la cheville, qui est aussi instable, on arrive au pied, qui lui-même a un certain nombre de caractéristiques, dont le premier rayon qui se trouve être abducté, c'est-à-dire pas opposable, mais quand même bien divergent par rapport aux autres doigts, aux autres orteils. Et tout ceci est très lié à l'arboricolisme. Donc, et quant au membre supérieur, le membre supérieur est aussi très lié à l'arboricolisme. Autrement dit, quand on regarde Lucie, elle est bipède, en gros, de la tête au genou, et elle est arboricole du genou au pied, et dans son membre supérieur. Alors, si Lucie, qui n'a que 3 200 000 ans, a encore des traces d'arboricolisme, plus que des traces, enfin, un arboricolisme efficace, effectif, dans la partie distale, on appelle ça comme ça, la partie la plus éloignée du crâne de son membre inférieur. Pourquoi à 7 millions d'années, à une époque beaucoup plus ancienne, ce ne serait pas le membre inférieur entier qui serait resté dévolu à l'arboricolisme, ce qui n'empêche pas le crâne de s'être déjà adapté à la bipédie. André Leroi-Gourhan disait il faut s'habituer à cette idée bizarre, mais notre bipédie, notre station debout, a commencé par les pieds. Non, en fait, elle a commencé par la tête, et Lucie nous a bien démontré que les pieds, justement, étaient encore arboricoles, alors qu'une grande partie du corps était déjà installée dans la bipédie.